Eh bien, salut mes petits poissons éléphants. Vous connaissez tous les philosophes les plus célèbres. Vous les avez étudiés en classe, vous les avez bouffés à tous les râteliers, et vous pensez sans doute que ce sont des hommes sages, intègres, et finalement, le fleuron de l'humanité. Ah ouais, la philo, quelle matière chiante à mourir. Ah, rien que d'y penser, je me sens pas bien. Hop, 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 du calme les enfants. Hey, calmez-vous, calmez-vous. En fait, de toute façon, de notre côté, on a décidé de creuser et de voir ce que cachaient certains de ces illustres hommes. Parce que, croyez-moi, c'était pas tout rose. Entre des gourous, des hommes difformes, des accros à la drogue, et j'en passe, laissez-moi vous dévoiler les plus sombres secrets des plus grands philosophes. Pythagore. On attaque avec un sacré candidat et j'ai nommé Pythagore. Ah oui, je sais, si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Merci Edgar, c'était incroyable. Mais on va laisser les triangles rectangles d'un côté et puis là on va s'intéresser à autre chose. Parce que oui, avant toute chose, Pythagore est connu pour être un sacré philosophe. Et un des premiers d'ailleurs, puisque faut remonter à 500 avant Jésus-Christ. Il a d'ailleurs perpétué sa pensée, il a fondé notamment l'école pythagoricienne. Mais à vrai dire, ses étudiants s'approchaient plus de fidèles que de simples élèves. Et en réalité, son école, c'était pas mal une secte, où les adeptes vénéraient les chiffres. Le 7 est par exemple le nombre de la sagesse, le 8 celui de la justice, et le 10 le plus sacré de tous. Parce qu'en fait, ouais, les pythagoriciens, ils avaient un symbole sacré, et c'était le tétractys, que vous voyez là, et qui ressemble à une pyramide, quoi. C'est censé représenter l'organisation de l'espace et de l'univers. Mais qui dit secte, dit gourou. Place que Pythagore occupait donc. Il était considéré comme un demi-dieu par beaucoup de ses adeptes. Selon les croyances, il était soit le fils d'Hermès, soit celui d'Apollon. En plus de ça, eh bien, Pythagore croyait dur comme fer à la réincarnation dans des corps d'animaux, par exemple. Ce qui l'a fait devenir d'ailleurs l'un des premiers végétariens. Ah ouais, ce serait con de bouffer un ancien pote qui s'est réincarné. Ça doit être l'idée. Mais bon, par contre, ça l'empêchait pas de sacrifier un bœuf pour remercier les dieux quand il trouvait un nouveau théorème mathématique. Et puis il faut aussi savoir en vrai que notre cher Pythagore aurait tué un de ses disciples, un certain Hippasus, pour une raison un peu particulière. En fait, il aurait été le premier à prouver l'existence d'un nombre irrationnel. Je vous renvoie à vos meilleurs cours de lycée, voilà. Bon, mais ça va complètement à l'encontre des enseignements et des certitudes de Pythagore. Donc voilà, il a été un peu chafouin et il l'a buté. Enfin, quand je dis buté, plus exactement, il l'a noyé, pour qu'il emporte son secret dans sa tombe. Mais pour terminer, et dans la catégorie bizarre, on pourrait parler des haricots et des fèves. En fait, Pythagore n'en mangeait pas, et il interdisait à ses adeptes d'en bouffer. Attends, mais il était pas censé bouffer que ça, étant végétarien? Si, très juste, mais en vrai, d'après lui, les fèves et les haricots enlevaient un morceau de votre âme, parce que ces aliments vous faisaient péter. Alors oui, c'est extrêmement sérieux, et lui, il l'était aussi. Et en vrai, ce cher Pythagore pensait que les fèves contenaient les âmes des morts. Et justement, figurez-vous qu'il serait mort pour protéger des fèves et des haricots. Ou des haricots, on ne sait plus comment on dit. En tout cas, les versions divergent, mais la fin est la même. Il a préféré donner sa vie plutôt que d'avoir à piétiner des haricots. Socrate. On reste dans l'Antiquité et en Grèce pour notre deuxième philosophe, le grand Socrate. Socrate est tout simplement reconnu comme l'un des créateurs de la philosophie morale. Juste ça, quoi. Vous vous souvenez de la philo? Mais il y a quand même un premier truc à savoir, Socrate n'a laissé aucun écrit. Et sa pensée, du coup, se transmettait à l'oral. Il avait pour habitude d'ailleurs de donner de grandes conférences sur l'agora, donc la grande place grecque, et il était assez virulent dans ses dires. Et donc, il avait tendance à se foutre tout le monde à dos, quoi. Mais certaines victimes de ces agressions socratiques ont vu ça comme une révélation, comme un certain Aristoclès qui deviendra Platon, le plus grand disciple de Socrate. En fait, pour beaucoup, Platon d'ailleurs dressait un portrait beaucoup plus élogieux de Socrate dans ses écrits qu'il ne l'était dans la réalité. Il avait pas l'air très objectif, le bonhomme. C'est le cas de le dire. Par exemple, il semble aussi acté que Socrate, qui dirigeait une école et enseignait ses idées, le fasse en échange d'argent. Ce qui était très mal vu et pas vraiment dans l'esprit de la philosophie, quoi. Gagner de l'argent, faire un business sur la philo, quelle horreur, quoi, tu vois. Et Platon était l'un des seuls à démentir ça. Donc voilà, pour dire qu'il n'était pas très objectif. Mais en vrai, Socrate avait des disciples encore plus horribles, on va dire, que Platon. Comme par exemple Critas, qui est devenu l'un des 30 tyrans. Et là, bon, pour vous la faire courte, ces tyrans étaient nommés par Sparte pour gouverner Athènes, après la victoire de Sparte. Résultat des courses, 5% de la population d'Athènes est tuée pendant leurs 8 petits mois de règne. Après, dans des choses un peu moins graves, Socrate était connu aussi pour être plus que crasseux. Il était d'ailleurs assez laid et visiblement un très mauvais amant. Malgré le fait d'être en couple avec une certaine Xanthippe, ça se dit comme ça, et de lui avoir fait 3 enfants, il était en fait bisexuel. Et il était très attiré par les hommes plus jeunes, surtout avec une âme raffinée. Probablement une âme qui était dans un haricot, certainement. Et d'ailleurs, il semblait fou amoureux d'un certain général athénien, Alcibiade. Il a un sacré CV des
décidément. Mais accroche-toi Edgar, c'est pas terminé, parce que par exemple, même s'il était un défenseur de la logique et de la raison, il semblait aussi croire au surnaturel. Ce qui pourrait d'ailleurs sembler illogique, parce que la philosophie pourrait tout expliquer de manière, on va dire, rationnelle, tout ça. Mais apparemment, pour Socrate, tout ça pouvait s'expliquer d'une manière très simple, et c'est sa schizophrénie. Après, la schizophrénie, c'était quand même une hypothèse pour expliquer ça. C'est pas sûr non plus. Mais en revanche, le plus grand secret de Socrate est lié à sa mort, car il a été condamné à mort suite à un procès assez discutable. Parce qu'en réalité, son crime, c'était de ne pas croire en Dieu et de ne pas se soumettre à son culte. D'ailleurs, il avait eu le culot d'essayer de déconvertir beaucoup de jeunes Athéniens. Bref, il va passer des semaines emprisonné et il refuse d'ailleurs de s'échapper pour ne pas que ça retombe sur ses amis. Il avait un bon fond au final. Le truc, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit la bonne version, parce qu'au final, il boit un poison à base de Sigui, une fameuse plante mortelle, et il se donc. Sigu. Mais après, pour d'autres, il avait été obligé de le faire, donc c'était pas vraiment un choix. Donc on ne sait pas s'il est parti en héros ou pas. Emmanuel Kant. On fait cette fois-ci un gros saut dans le temps et on arrive au XVIIIe siècle en Allemagne avec Emmanuel Kant. Pour les meilleurs en philo, vous savez que c'est le fondateur du criticisme qui a eu un énorme impact sur la philosophie moderne et sur la pensée critique. Là, ces trois bouquins, ces trois œuvres de la raison pure, de la raison pratique et de la faculté de juger forment son plus grand héritage. Voilà, pour le petit récap sur ce cher Kant. Donc c'est un mec qui pèse quand même pas mal. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Surtout que Kant, en vrai, il a mis du temps avant de peser. Alors qu'il venait de commencer les études, son père décède et il doit alors devenir précepteur pour ramener de l'argent à la maison. En gros, précepteur, c'est un prof particulier. Et il va devoir attendre, suite à ça, 10 ans et le soutien financier d'un ami pour reprendre les études et avoir son doctorat. À lui, le succès et la gloire. Alors pas du tout, pas du tout. En effet, il a passé plus de 15 ans à être chargé de cours avant d'être professeur titulaire. Donc pas très reluisant pour l'un des plus grands esprits de l'histoire. Mais c'est pas terminé car il faut aussi savoir que Kant était hypocondriaque. En fait, il passait son temps à se gaver de médocs et à lire des revues médicales dans le but de trouver ce qu'il avait ou ce qu'il pensait avoir. Et puis il faut aussi savoir que Kant avait un physique très particulier. Il mesure 1m75 mais avec une tête disproportionnée. Mais il a aussi une poitrine creuse, donc en gros, vous voyez l'image, c'est un peu comme s'il y avait un trou dedans. Et puis il avait aussi une épaule qui avait tendance à partir en couille. Il a pas dû avoir beaucoup de succès avec les femmes. Écoute, ça on peut pas trop le savoir, on n'a pas de détails plus que ça, mais il y a un truc quand même qu'on sait, c'est qu'il a loupé 2 mariages. Parce que il avait mis trop de temps à se décider. Par exemple, sa première prétendante en avait marre, elle a quitté la ville, et la seconde s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Donc il avait aussi ses propres petites zones d'ombre. Jean-Paul Sartre. Faisons maintenant une petite parenthèse française avec un contemporain, un certain Jean-Paul Sartre, né en 1905 et décédé en 1980. Et Sartre, c'est entre autres la revue Les Temps modernes et puis des essais à foison. Mais surtout l'ouvrage L'existentialisme est un humanisme. Ah ouais. Bon, vous l'avez compris, on va pas parler trop de mécanique nous, parce que notre cher Sartre, lorsqu'il a la trentaine, il découvre la mescaline. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Edgar, tu fais un peu l'innocent quand même là, entre nous, mais je vais faire comme si tu savais pas, et en vrai, c'est une drogue qu'on peut mettre dans la catégorie clairement des hallucinatoires psychédéliques. Et figurez-vous qu'à l'état naturel, ça se trouve dans plusieurs variétés de cactus. Vous voyez, ce genre de cactus là, voilà, ça contient de la mescaline. Et il se trouve que Sartre, lui, il en ingérait dans un cadre expérimental. Et donc, quelques années après le début de son voyage au pays de la drogue, il a publié La Nausée, un roman donc considéré comme un des manifestes de l'existentialisme. Et beaucoup d'ailleurs s'accordent à dire que la mescaline a eu un grand rôle là-dedans. Mais pourquoi il a fait ça? Eh bien écoute, comme beaucoup de grands philosophes ou écrivains avant lui, il a voulu vraiment tester pour voir à quel point ça pouvait impacter sa créativité. Une démarche d'ouverture d'esprit, pourquoi pas, ça peut être tout à fait ça. Mais en vrai, ça a surtout impacté son esprit. Parce que à partir de ce moment-là, notre cher Sartre, il va commencer à voir des crabes. Comment ça, des crabes? Des crabes, quoi. Truc qui... T'as compris, des crabes? Ok. Bref, je vous l'avais dit, c'était un truc un peu hallucinatoire. En fait, avec ses prises de mescaline, Sartre commençait donc à voir tout le temps des crabes qu'il suivait, que ce soit dans la rue ou même en classe. Et visiblement, il avait l'habitude de les saluer le matin. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites ce soir? Parce que moi je suis dispo. Et pendant qu'il donnait des cours, les crabes attendaient sagement et gentiment sur le bureau jusqu'à la fin de la journée. Et en bonus, son horloge s'est peu à peu métamorphosée en chouette due à la substance, et son parapluie s'est changé lui en vautour. Donc autant vous dire que ça tapait fort, quoi. Et puis doucement mais sûrement, cela l'a mené vers une forte dépression nerveuse. Et une fois cet épisode passé, et après des recherches conjointes avec Jacques Lacan, un célèbre psychanalyste que vous connaissez bien sûr, il est arrivé à la conclusion que les crabes représentaient la peur d'être seul. Friedrich Nietzsche.
On passe à présent à Friedrich Nietzsche, auteur entre autres d'Humain, Trop humain, d'Aurore et d'Ainsi par les Zarathustra. Bref, un mec qui a pesé dans le game de la philo comme on dit. Qu'est-ce qui nous cache de beau, lui? Eh bien, j'y viens, un petit peu de patience. En fait, le plus grand vice de Nietzsche est sans doute sa misogynie. Je vais vous citer par exemple l'un de ses écrits. Tu vas voir les femmes, n'oublie pas ton fouet. L'homme vaut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. Une certaine estime de la femme, quoi. Il est très compliqué de savoir d'où vient cette aversion. Cependant, on sait qu'il a été élevé dans un univers très féminin, car il a perdu son père quand il était enfant. Plus tard, sa femme et sa sœur se sont opposées à son amour avec Lou Salomé, ce qui a sans doute joué. Bon, après, pour certains, il n'était pas misogyne, mais juste anti-féministe. Il y avait une certaine différence là-dedans. Et puis pour d'autres, comme ses amis proches, il fallait simplement différencier l'homme du philosophe. C'est pas parce qu'il avait des écrits assez particuliers sur les femmes qu'il était forcément le même en vrai. Et puis, faut aussi replacer ça dans son contexte, et la pensée qu'il y avait dominante à l'époque n'était pas du tout celle de maintenant, notamment par rapport au féminisme et ce genre de choses beaucoup plus contemporaines maintenant. Un charmant personnage, globalement. Ouais, effectivement, mais parlons un peu de sa sœur, Edgar, Elisabeth, avec qui Nietzsche a eu une relation assez équivoque, quoi. En fait, avec sa sœur, ils étaient très proches quand ils étaient enfants. Et puis ils ont rapidement déclaré qu'ils se marieraient ensemble une fois adultes. Et si ce n'est bien sûr jamais arrivé, les doutes sur la nature de leur relation a toujours suscité quelques questions et quelques interrogations, honnêtement. En fait, dans l'imaginaire collectif, Nietzsche était clairement amoureux de sa sœur. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur elle, figurez-vous qu'elle s'est mariée avec Bernard Forster, qui est un ancien professeur d'extrême droite très antisémite. Ah ouais, elle sait s'entourer, elle. Ça faisait une belle saucisse cocktail, ça c'est sûr, et ils ont eu un projet bien particulier, partir au Paraguay pour fonder Nueva Germania, qui est une colonie peuplée de gens de pure race aryenne, avec des dizaines de familles. Un projet qui tombera à l'eau et qui précipite le retour d'Elisabeth en Allemagne, pour s'occuper de Nietzsche. Pourquoi elle devrait s'occuper de lui? Tout simplement parce que Nietzsche va tomber malade et sa sœur en aura la tutelle. Et quelques années plus tard, alors qu'il est âgé de 55 ans, il va finalement décéder. Là, certains pensent que c'était lié à la syphilis, d'autres à une tumeur au cerveau. Et après sa mort, sa sœur va manipuler certains de ses écrits. Après, pour quelle raison, ça c'est une autre histoire. Sigmund Freud. On termine avec un sacré candidat qui a quand même une de très grande renommée en France et beaucoup de casquettes. Neurologue, fondateur de la psychanalyse et bien évidemment philosophe, Sigmund Freud. Il faut quand même savoir qu'en France, il a un poids non négligeable. Moi, à titre d'exemple, j'ai fait une licence de psychologie et évidemment, Freud, il avait droit à des cours entiers. Et comme j'étais pas très réceptif à ce courant-là, j'avais pas eu une grande affinité avec ce genre d'enseignement. En tout cas, il faut savoir qu'en France, on étudie pas mal la psychanalyse. Mais pour commencer sur les chapeaux de roue, notre cher Freud, en parallèle de tout ce qu'il a fait, avait une certaine addiction à la et d'après les témoignages, il en faisait d'ailleurs la promotion à ses amis proches, quitte à les rendre dépendants. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est qu'il était aussi accro au tabac. Il fumait par exemple plus de 20 cigarettes par jour, donc un paquet par jour. Donc résultat, il a subi 33 opérations chirurgicales, il a dû se faire poser une prothèse pour séparer son sinus de sa mâchoire. Et du coup, cette opération semblait vraiment liée à son tabagisme un peu excessif. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à fumer. En tout cas, Freud est connu pour deux grandes découvertes, la infantile et l'inconscient. De par ses réflexions, il s'est taillé un avis assez extrême, on va dire, sur les désirs et les relations entre les enfants et les adultes. Là, je vous fais un petit résumé rapide, mais globalement, Freud pense que c'est de la faute des enfants qui cherchent à explorer les désirs physiques et c'est vite résumé, c'est plus complexe que ça. Mais par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que le père de Freud a abusé de ses frères et ses sœurs. Et lui aussi, du coup, j'imagine? Eh bien, c'est peut-être son plus gros et sombre secret. En fait, les gens ont interprété certains écrits dans les deux sens, et il est impossible de connaître la vérité. Quand on continue de creuser, on lui remarque un point commun avec Friedrich, la misogynie. Pour lui, les femmes sont faibles, vaniteuses, jalouses et dépourvues d'un bon sens de la justice. Et si elles sont comme ça, c'est simplement car elles n'ont pas de pénis. En fait, pour Freud, les femmes sont tout simplement le problème de la société. Et par extension, il avait un petit secret, sa bisexualité. Et donc il entretenait par exemple une relation très ambiguë avec un certain Wilhelm Fies, qui était un médecin allemand. Et en parallèle, il était marié, il avait eu 6 enfants. Mais pour finir, il y a aussi de fortes chances que Freud cache pas mal de choses. C'est une de tes théories à toi, ça, Chris? Pas du tout. Il faut savoir que les archives Freud, ça s'appelle comme ça, détiennent plus de 75 000 documents stockés à la bibliothèque du Congrès des États-Unis. Et l'accès y est interdit jusqu'au 22e siècle. Donc la spéculation est loin d'être terminée. Et bien voilà, en tout cas pour ces différentes histoires un peu à contre-courant sur ces philosophes les plus connus. En tout cas, force est de constater que derrière tous ces grands esprits et ces illustres hommes, il y a pas mal de petits secrets et pas mal de déviances. Finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose dans l'absolu? Ça, je ne sais pas. En tout cas, clairement, ça nous rappelle que nous sommes tous humains. Si vous aimez d'ailleurs les histoires un peu sombres, sachez que sur ma chaîne Contes Féconds, c'est clairement le propos. Par exemple, la dernière, c'était celle-là, et croyez-moi qu'il y avait du frisson. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo, et je vous dis bye bye!